Ce cours est consacré à la fonction portée. Elle assure le rôle de support ou bien d'élévation des planchers et des toitures. On va montrer que, comme les autres fonctions, elle contribue avec une grande variété à l'expression architecturale des édifices. On peut classer les dispositifs qui portent en deux grandes catégories. D'un côté, les poteaux qui sont isolés, plutôt élancés, et qui fournissent un appui en un point et qu'on appelle appui ponctuel. Et, de l'autre, les murs ou voiles qui fournissent un appui le long d'une ligne qu'on appelle appui linéique. Les éléments isolés, qu'on appelle selon les situations piliers, colonnes, poteaux, piles, étais, montants, expriment souvent le seul registre structurel puisqu'ils sont monofonctionnels. Toutefois, le concepteur dispose d'une grande liberté pour, selon son intention, jouer sur leur expressivité et les rendre fins, massifs, élancés, voire moulurés. Ils peuvent donc incarner sans ambiguïté la lutte de la matière contre la gravité, la maîtrise par l'homme de cette force tellurique, mais également évoquer l'élévation, la légèreté, et exploiter toutes les métaphores associées, comme le tronc d'arbre ou l'arborescence. Évoquons également les câbles, qui peuvent revêtir la fonction d'élever en renversant le sens de parcours des charges. Dans ces différents exemples, le tablier du pont ou les planchers des édifices sont supportés par des suspentes. On peut observer que ces dernières sont ancrées sur des éléments de franchissement, que ce soit des arcs ou des poutres, pour ensuite être appuyées sur d'autres éléments porteurs verticaux qui, par leur mise en évidence, contribuent à l'expression de l'édifice. Avec ces exemples, on peut constater que les éléments porteurs sont très souvent alignés et forment ainsi des trames régulières. Au-delà d'un certain dogme de l'architecture classique, on conçoit aisément l'intérêt constructif de cette régularité, qui simplifie la mise en œuvre dans la répétition des éléments constructifs. En corollaire, il constitue un élément fort de la structuration de l'espace commun, aussi bien pour l'usager dans sa pratique de l'édifice qu'à l'échelle urbaine où la façade, avec sa modénature singulière, contribue à la ponctuation de la cité. Depuis le début du XXe, de nombreux concepteurs ont proposé de s'affranchir de cette régularité structurelle, en jouant sur faux rythmes, variations d'espacement et modelage des épaisseurs. Ce renouvellement d'écriture structurelle associé à l'évolution des techniques est fondateur de l'expression architecturale contemporaine. Terminons ce petit tour d'horizon du potentiel expressif des éléments porteurs par quelques exemples qui jouent sur le décalage entre la forme et ce que l'intuition nous indique comme étant rationnel pour la fonction portée. Tous les exemples précédents montrent que divers matériaux sont utilisés pour la fabrication des poteaux et des colonnes. Voici quelques exemples en bois et en bambou. On observe aisément que l'expressivité des éléments porteurs provient en partie de la nature de l'assemblage qui les lie au reste de la structure. On y remarque des jambes de force, des encorbellements, des juxtapositions, et souvent l'esthétique tire parti de la nécessité de confortement aux liaisons pour compenser la faible résistance intrinsèque du matériau. La pierre est également utilisée depuis l'Antiquité pour construire les piliers et les colonnes. Il peut s'agir d'un empilement de tambours pleins, comme ces colonnades de temples grecs, de colonnes d'un seul morceau, comme pour le parvis du Panthéon à Rome, voire de lits horizontaux appareillés ou encore, pour les larges piles, d'une ceinture de claveaux appareillés contenant un remplissage de moellons maçonnés. Comme pour les poteaux en bois, les colonnes en pierre sont considérées articulées en pied et en tête. Et de façon similaire au bois, les pièces d'appui aux extrémités, dénommées abaques en haut et bases en bas, contribuent, comme le fut, à l'expression architecturale de l'élément porteur. Si la massivité en constitue l'identité majeure, la pierre peut également évoquer la légèreté et la transparence, comme le démontrent avec grâce les colonnades de l'Alhambra de Grenade. Et de façon contemporaine, la pierre, avec les avancées techniques actuelles, détient toujours autant de puissance expressive, à l'image de la mairie de Murcia de l'architecte Moneo. Le fer, ou plutôt l'acier aujourd'hui, peut également servir à la réalisation des poteaux qui expriment généralement une élégante finesse plutôt qu'une solidité massive. Selon le mode d'assemblage utilisé pour ces extrémités, par soudage ou boulonnage, ou encore selon l'articulation ou l'encastrement désiré pour les liaisons entre éléments, on constate que l'expressivité des extrémités peut être traitée de façon très différente, invisible ou au contraire très exprimée. Pour une architecture plus quotidienne, les éléments porteurs adoptent des formes simples et les assemblages peuvent rester exclusivement technologiques.
Néanmoins, on pourra trouver une certaine élégance dans leurs proportions, leur géométrie, ou encore leur qualité d'exécution. Le matériau béton, avec son mode de mise en œuvre par coulage, offre la possibilité d'une grande variété formelle. Les poteaux peuvent être de forme simple, cylindrique ou rectangulaire, qu'ils soient coulés sur place ou préfabriqués. Profitant de la phase de moulage, et à l'image des colonnes classiques, certains architectes, comme ici Yves Perret avec sa salle hypostyle du Palais de Chaillot, donnent des textures à leurs éléments porteurs, afin qu'ils accrochent mieux la lumière et en adoucissent leur présence. Les évolutions techniques aidant, l'audace des architectes a permis de développer des éléments porteurs dits organiques, donnant lieu à des expressions fluides et élégantes, apportant du même coup des lettres de noblesse à un matériau béton souvent considéré comme peu qualitatif. La deuxième grande catégorie d'éléments dont la fonction est de porter ou d'élever est constituée d'éléments surfaciques, qu'on désigne par les termes mur ou voile. C'est souvent par eux que la solidité est exprimée. Et puisqu'ils assurent également le rôle d'enveloppe, leur conférant une importance visuelle plus importante que les poteaux, les murs sont généralement des supports privilégiés d'expression architecturale. Si les colonnes sont plutôt travaillées en sculpture, avec leurs bases et leurs chapiteaux, ou leurs assemblages mécaniques, le mur, lui, mettra davantage en scène les reliefs, les textures, le calpinage de l'appareillage, les traces de fabrication, qui sont du registre de la construction. Pour ces éléments encore, de nombreux matériaux conviennent. Ainsi, le bois n'est pas seulement réservé au seul système poteau-poutre. Les murs porteurs peuvent être réalisés en empilement de rondins, comme de nombreux chalets de montagne. En empilement de bûches, dans le cas de bois cordé, moyennant une liaison par mortier de chaux. Ou encore par assemblage de grands panneaux de bois lamellés croisés, aussi appelés CLT, pour Cross Laminated Timber. L'utilisation de la pierre pour les murs entre dans la catégorie des ouvrages de maçonnerie de bloc, dans laquelle on trouve également la brique de terre cuite ou crue. La variété des appareillages pour ces murs sont infinies, du gros bloc cyclopéen au petit galet, de l'ordre strict de la pierre massive à l'irrégularité spontanée des moellons, avec une stratégie de récupération de briques, ou encore d'une surface classiquement maçonnée à la rugosité plus marquée par jeu avec les empilements. La terre est également une ressource très abondante et peu énergivore dans sa mise en œuvre. Ce matériau présente des résistances mécaniques très appréciables lorsqu'il est correctement mis en œuvre, si bien qu'il est très utilisé dans de nombreux pays sur la planète. La mise en œuvre utilise souvent la brique de terre crue, dite adobe. En France, son utilisation structurelle se fait sous forme de pisé, où la terre est versée dans un coffrage et damée, ou encore sous forme de bauge, qui consiste en un empilement de mottes de terre mélangées à de la paille. Les constructions usuelles, en murs porteurs de béton armé, sont les plus répandues aujourd'hui en France et dans le monde entier. Ces murs ne sont généralement pas mis en valeur et peuvent se mettre au service de l'architecture par leur discrétion. Toutefois, les voiles en béton ont cependant un vrai potentiel d'expression, comme en témoigne la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, avec ses murs épais aux ouvertures subtiles et sa couverture matricée des planches de coffrage, ou encore l'église de Hallgrímur à Reykjavik, conçue par Salmensson, s'inspirant des orgues basaltiques des montagnes et des glaciers présents en grand nombre en Islande. Quant à l'acier, il est rarement utilisé sous forme de plaque pour remplir la fonction portée. Signalons toutefois l'exemple saisissant de la cathédrale de cristal de Los Angeles en Californie, où les murs réalisés en treillis spatial triangulé assurent cette fonction. Résumons-nous. Les éléments qui assurent la fonction portée ou élevée peuvent se classer en deux grandes familles. Il y a les poteaux qui sont isolés et élancés. Ils fournissent un appui en un point qu'on appelle appui ponctuel. Et il y a les murs qui sont surfaciques. Ils fournissent un appui le long d'une ligne qu'on appelle appui linéique. À l'image de ces deux musées conçus l'un par Ricciotti et l'autre par Moneo, et au-delà de la nature des ouvrages à porter et des questions de stabilité, le choix de leur utilisation dépend de l'intention que le concepteur projette dans leur usage pour, par exemple, l'organisation du plan général, le rythme, les circulations, le cloisonnement, ou encore la gestion des vues et des ambiances.